Hello à tous, c'est Plénitude. Les électrons dans leur vie, en général, ils s'amusent plutôt bien. Le courant électrique, dans un fil par exemple, c'est la méga fête. Les électrons sautent d'atome en atome dans tous les sens comme si c'était un méga accrobranche. Ils font des backflips, ils font des frontflips, ils font des 360 no-scopes, ils s'amusent. Et d'un coup, paf, ils se font choper par un gros atome dans un coin. Alors l'atome, c'est pas trop sa faute, tu vois. Lui, son job dans la vie, c'est de vibrer dans tous les sens. Du coup, forcément, quand il y a un petit électron qui vient jouer dans le coin, il va forcément se le manger dans la tronche à un moment donné. Alors pour eux, c'est pas la mort, les électrons s'excusent vite fait, puis après ils retournent jouer. Mais pour nous, c'est hyper relou. Parce qu'à chaque fois que l'électron se mange un atome, il va perdre de la vitesse. Du coup, l'énergie que l'électron vient de perdre, il doit bien aller quelque part. Notre pote l'atome, il voit l'énergie qui traîne, il fait quoi? Bah il la ramasse et vibre encore plus vite. Et alors plus les atomes dans un fil électrique vibrent, plus le fil va chauffer. Alors des fois c'est cool, comme dans les lampes à filaments, ça chauffe plus, du coup ça fait plus de lumière. Mais en général, c'est juste des pertes d'énergie inutiles dont on voudrait se passer. Et c'est ça qu'on appelle la résistance électrique. Alors les scientifiques, ils ont vu ça, ils se sont dit, si quand mon fil chauffe, j'ai plus de résistance électrique, je vais mettre mon fil dans un frigo. Alors forcément, comme c'est des scientifiques et ils voulaient pas faire les choses à moitié, ils ont fait un frigo qui refroidit à quelques degrés du zéro absolu. Le genre de frigo, tu mets une pizza dedans, tu viens la chercher 1000 ans après, t'as juste à la mettre 5 minutes au micro-ondes, tu peux toujours la manger. Du coup, ils mettent leur fil dans le frigo de ouf, ils essaient de faire passer du courant dedans, et là, devine ce qui se passe. Et ben il se passe rien du tout. Le fil chauffait moins forcément, mais il y avait toujours de la résistance électrique. Alors comme c'est des scientifiques qui se sont pas laissés abattre, ils ont continué de faire des expériences par-ci par-là, et un jour ils ont essayé de mettre du mercure dans leur frigo. Et c'est comme ça les amis qu'on a découvert la supraconductivité. Alors les supraconducteurs, c'est des gars plutôt chill, tu vois. Il y a beaucoup de matériaux qui, quand tu les refroidis à quelques degrés du zéro absolu, deviennent des supraconducteurs. Alors la propriété principale d'un superconducteur, comme tu l'auras compris, c'est qu'il conduit parfaitement. Tu lui donnes une voiture, une moto, n'importe quel véhicule, il va te le conduire sans problème. Et du coup, le supraconducteur est aussi un parfait conducteur électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, je dis bien aucune résistance électrique dans un supraconducteur. Si tu fais rentrer du courant dedans et que tu retires la source, le courant va rester dans le supraconducteur et tourner en rond indéfiniment jusqu'à ce que tu mettes autre chose qui va le faire partir. C'est là que tu te dis Pléni, mais pourquoi tu nous racontes ça si c'est juste un câble rempli de testostérone? Ça n'a rien d'intéressant. Eh bien, figure-toi que le simple fait qu'il n'y ait pas d'atténuation du courant entraîne des effets complètement dingues. C'est ce qui nous permet de faire des scans du cerveau et des accélérateurs de particules et surtout, des trains qui lévitent. Mais du coup, comment ça se fait que quand tu refroidis du mercure ou de l'aluminium, ça devient un supraconducteur alors que les autres matériaux comme le cuivre, ça marche pas? Eh bien, on sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que les électrons dans les supraconducteurs se regroupent par paires. Après, comment ils le font, personne n'est vraiment d'accord. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont cons, moi je sais. Du coup, je suis allé voir le scientifique du coin, je lui ai dit, écoute mec, les électrons sont tous chargés négativement, et deux charges négatives se repoussent. Du coup, les électrons ne peuvent pas se mettre par paire. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, qui était déjà partie dans des explications de physique quantique, de wave fonction des électrons et de condensat. Inutile de te dire que j'ai tout compris. Mais je te laisse quand même aller voir la page Wikipédia par toi-même parce que voilà, j'ai la flemme d'expliquer quoi. Bon, je vais pas te torturer plus longtemps, on va regarder comment ça se fait qu'on peut faire léviter des trucs. Quand tu approches un aimant d'un conducteur normal, le champ magnétique de l'aimant va créer des tensions à la surface du conducteur. Ces tensions vont eux-mêmes créer des champs magnétiques qui vont aller dans le sens inverse du champ magnétique de l'aimant. En gros, quand tu approches un aimant d'un conducteur, le conducteur va se défendre et va repousser l'aimant un tout petit peu. Tu peux voir cet effet quand tu fais tomber un aimant dans un tube en cuivre, l'aimant va tomber plus lentement que si tu mettais un truc pas aimanté comme une pièce ou un bonbon ou n'importe quoi. These fall straight through the tube. But now watch what happens when we use the magnet. Four seconds it took to fall. Sauf que notre supraconducteur, lui, il est spécial. Le champ magnétique qu'il génère pour se protéger quand l'aimant arrive est tellement puissant qu'il va empêcher le champ magnétique de l'aimant de pénétrer dans le supraconducteur. Du coup, si tu mets l'aimant pile au bon endroit, le supraconducteur va se retrouver emballé dans le champ magnétique de l'aimant. Et du coup, il va léviter en fait. Le problème avec ça, c'est que si tu éternues trop fort ou que tu penches l'aimant, le supraconducteur il va tomber. So, as you can see, oops. Heureusement pour nous, il y a un autre type de supraconducteur qui permet de régler ce problème. On appelle ça les supraconducteurs type 2. Ouais, on n'avait plus d'idées. Dans les supraconducteurs type 1, quand le champ magnétique qu'il reçoit devient trop fort, le supraconducteur se prend un PV et perd tous les points de son permis et devient donc un conducteur normal. Le type 2, en revanche, c'est un petit malin. Quand il voit que le champ est trop fort, il va faire un demi-harakiri et il laisse passer le champ magnétique dans un petit trou au milieu de son corps. Du coup là tu dis, mais Pléni, comme le champ passe, il n'y a plus de lévitation, tu dis n'importe quoi. Eh bien non, justement, parce que ce trou, c'est toute la magie. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit.
Le champ magnétique qui passe par l'ouverture fait un peu comme une ficelle qui retient le supraconducteur. Il passe par le trou, fait le tour et revient jusqu'à l'aimant. Donc au final, c'est une lévitation encore plus stable que le type 1 parce que tu peux retourner le supraconducteur dans tous les sens. Comme c'est l'effet ficelle, l'aimant va rester accroché au bout. Et c'est que le début, les supraconducteurs ont plein de propriétés supra cool. Qui sait, un jour on aura peut-être des routes en supraconducteurs et des aimants géants sur nos voitures qui les feront léviter. En attendant que ça arrive, tu peux mettre un pouce vert et surtout partager la vidéo du fin fond de ton cœur. Et moi je te dis merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur un site en français qui parle de plein de trucs sur les supraconducteurs. Il est hyper intéressant, je passais des heures à le lire. Je te conseille d'aller le lire aussi, il est hyper abordable. Le lien est dans la description avec tous les autres. Oh, that is nuts.